Bonjour à tous, donc je suis Laurent Caron, le directeur marketing de Bechley Comsoft. Nous allons bientôt démarrer notre webinaire sur Azure. Il est 11 heures, donc on va attendre 11h01 ou 11h02, le temps de laisser aux derniers arrivants la possibilité de nous rejoindre. Alors rebonjour à tous pour les dernières personnes qui viennent de nous rejoindre. Il est 11h01, nous démarrons ce webinaire, donc ce nouveau webinaire Bechley Comsoft sur Azure et l'accompagnement de Bechley Comsoft. Je suis ravi d'abord d'introduire cette session live sur le thème du cloud computing de Microsoft. Pour ceux qui ont suivi l'actualité d'hier, Azure justement fait parler. On l'a vu avec les dernières annonces gouvernementales, notamment de monsieur Bruno Le Maire, qui expliquait que la porte était ouverte aux acteurs américains du marché. Donc, il a cité notamment Google et Microsoft, avec justement, c'est ce qui est intéressant, la capacité aujourd'hui à proposer un cloud souverain avec donc ces licences américaines. Donc, bien entendu, donc, pour ceux qui ont suivi le dossier, donc il y a des conditions, notamment le fait de localiser ces données sur des serveurs qui seront installés en France, notamment le fait de passer par une commercialisation de sociétés européennes. Mais tout ça donc est très encourageant et démontre quelque part la confiance qui est donnée à ce cloud de Microsoft, dont nous allons parler aujourd'hui avec nos experts. Alors il y a deux intervenants qui vont intervenir pour Bechley Comsoft, donc qui ont une bien meilleure connaissance que moi sur le sujet. Nordine Naibouda, qui a un long parcours dans l'IT. D'ailleurs, je crois qu'il a œuvré uniquement dans l'IT depuis le début de sa carrière, avec une expertise sur les sujets de DevOps, les sujets Power BI, une vraie compréhension des clients que Nordine suit depuis des années. Et Bruno ETV, qui a également une grosse compétence sur le cloud Azure, avec un niveau architecte, qui a également la double compétence, qui est toujours intéressante pour moi, parce qu'il était également positionné de votre côté. Il a occupé la fonction de DSI, et du coup, ça rend, ça lui donne un intérêt dans sa capacité à mieux comprendre vos contraintes, et on va tous pouvoir en bénéficier aujourd'hui. Avant de leur laisser la parole, je vais juste rappeler deux ou trois règles. La première, parce qu'on a souvent des demandes, c'est que le webinaire donc, est enregistré. Vous allez recevoir à l'issue du webinaire, sous 24 heures à 48 heures, un lien avec le replay. Ça, c'est le premier point, la première information que je voulais vous donner. Et la deuxième information, c'est que vous avez tout au long du webinaire, parce que j'imagine qu'il y aura des questions, la possibilité de poser vos questions par le biais du chat. Et nous verrons justement si elles ne sont pas trop nombreuses. En tout cas, on essaiera de faire les bons choix, à les relayer auprès de Nordine et Bruno, qui pourront y répondre en fin de webinaire. Donc, je pense qu'on va avoir un webinaire qui va durer à peu près 1 heure aujourd'hui. Donc, entre 11h45 et midi, on aura notre session de questions-réponses. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc, sur ce, je laisse la parole aux hommes de l'art, et Nordine et Bruno, un très bon webinaire. Donc, bonjour à tous. On va balayer rapidement le plan de ce webinaire. Donc, on va commencer par des questions générales. Pourquoi migrer vers Azure? Et adresser les questions de haute disponibilité, de fin de support de certains OS, certains applicatifs, et de migration de VM ou de workload plus généralement. On va ensuite s'attacher aux véhicules contractuels. C'est quelles sont les différentes manières de souscrire un contrat Azure, qu'est-ce qu'un contrat CSP et quels sont les avantages du contrat CSP Bechley Comsoft. On va ensuite prendre un projet particulier, mettre un coup de projecteur sur un projet particulier qui est le Windows Virtual Desktop, qui a beaucoup d'actualité ces temps-ci.
Donc, en détaillant rapidement ce que c'est, comment ça fonctionne et quels sont les avantages que ça peut apporter dans votre environnement. Et ensuite, on va vous présenter deux types de missions qu'on propose à nos clients, qui sont l'Azure Go to Cloud, l'accompagnement à la migration. C'est vous avez un projet d'aller dans Azure, vous connaissez pas Azure, vous savez pas combien ça va vous coûter, vous savez pas par quel bout prendre le projet, on est là pour vous aider. Et ensuite, l'Azure Checkpoint, donc qui concerne l'optimisation des coûts dans Azure. Là, vous êtes, je dirais, vous avez effectué votre migration, vous avez un peu de recul sur votre infrastructure et vous vous dites, oh, ça coûte quand même cher tous les mois cet Azure. Est-ce que j'ai pas moyen d'optimiser les coûts? Donc là, on intervient et on propose un certain nombre de pistes. Donc, Je vais administrer un petit sondage. je laisse Alexis gérer le sondage. Une Je vous laisse question, répondre. 46% des votes, 54%. On voit que ça répond vite. On va laisser encore quelques secondes. Encore 2 secondes. Allez, on ferme le sondage et on le partage. « 67% de non-utilisateurs. Il y a une bonne partie d'entre vous qui n'utilisent pas encore Azure. Je vais effectuer le deuxième sondage, Bruno, si tu veux bien. Pour les Pardon? personnes qui ont répondu oui, quel type de contrat utilisez-vous pour Azure? On va vous laisser quelques secondes. Quelques secondes encore. Hop, et on partage. La majorité sur du CSP ou sur de l'EA encore. Ouais. Je vais te reprendre Ok. la main. Ok, merci beaucoup. Ok, donc en fait, quel est du point de vue de l'IT l'intérêt de migrer dans Azure? Donc, il y a en premier lieu la délégation de responsabilité sur tout ou partie de l'infrastructure. Il y a aussi un avantage d'extension de support sur certains OS, certains produits. Et puis la possibilité de migrer des charges de travail euh, facilement vers le cloud. Donc, ce slide représente les différentes étapes et les différents niveaux de responsabilité, répartition de responsabilité. Donc, je dirais, pour 67% d'entre vous, a priori, vous êtes dans la colonne de gauche où vous devez gérer tout ce qui est mise en place du réseau, sécurité, les serveurs physiques, le storage associé, éventuellement une couche de virtualisation par-dessus, les OS DVM, tout ce qui est middleware runtime et tout ce qui est enfin les données et les applications. Le fait de migrer en mode infrastructure as a service, en mode IaaS, c'est-à-dire que vous passez vos VM dans Azure, eh bien les 4 briques qui sont le réseau, le stockage des serveurs et la virtualisation sont assurées par Microsoft. Donc ça retire un certain nombre de charges récurrentes et pas forcément à très grande valeur ajoutée sur vos équipes IT. Et c'est délégué avec un taux de redondance et un taux de fiabilité et des SLA qui sont souvent difficiles à atteindre quand on est en environnement on-prem. L'étape d'après, c'est de passer en mode plateforme as a service. Et là, typiquement, c'est ce qu'on pourrait avoir si on utilise MS SQL dans Azure. On a à s'occuper uniquement de la partie application. Quelles sont les applications qui vont accéder à ma base de données? Les données, comment je paramètre
mon service MS SQL dans Azure, quel droit d'accès je vais donner, quelle quantité de stockage, quelle puissance CPU je vais donner. Et tout le reste, j'ai pas à me préoccuper de la version de l'OS, de la version de MS SQL. Tout ça, c'est géré par Azure. Et en fait, ensuite la dernière étape, c'est le software as a service, donc qui est déjà répandu dans pas mal de cas. Là, un exemple type, ce serait Office 365, par exemple. C'est-à-dire que vous n'avez plus à gérer tout ce qui est Server Exchange, tout ce qui est boîte aux lettres. Tout ça, c'est géré directement dans Azure. Un autre aspect intéressant de la migration dans Azure, en ce qui concerne les OS et MS SQL, c'est que vous avez depuis janvier 2020 pour Windows Server 2008 et depuis janvier 2019 pour SQL Server 2008, on n'avait plus de support gratuit proposé par Microsoft. Et Microsoft propose une extension de ce support de 3 ans pour ces deux produits quand ils sont migrés dans Azure. Donc ça vous permet, le fait de migrer ces workloads dans Azure, de prendre le temps d'envisager une migration vers des versions plus récentes des systèmes et des OS, ou vers un autre type de service ou d'OS si ça s'avère nécessaire. On a différents scénarios de migration. Vous pouvez décider de migrer la totalité de votre infrastructure dans Azure. Vous pouvez décider de n'en migrer qu'une partie. On se retrouve à ce moment-là dans un scénario de type hybride. Et vous pouvez migrer sur plusieurs clouds différents. Laurent parlait de Google, il y a aussi Amazon, on a aussi OVH. Enfin, il y a vraiment plusieurs manières de gérer ces migrations. Et il y a différentes raisons à ça. On peut choisir plusieurs fournisseurs cloud pour éviter d'être dépendant par rapport à un seul fournisseur. On peut avoir des raisons historiques, c'est-à-dire qu'il y a des filiales qui ont commencé à travailler avec un certain cloud et on a décidé au niveau groupe de partir sur de l'Azure et on va faire vivre soit de manière temporaire, soit de manière définitive les deux clouds, ou quand on acquiert une société qui vient avec son historique IT. On peut aussi décider de ne pas confier son PRA Azure à Microsoft et de le faire ailleurs. Et puis, dans certains cas, on peut avoir besoin aussi, en particulier dans des environnements industriels, d'avoir une proximité des données et des utilisateurs. Je pense par exemple à tous les programmes qui pilotent des machines-outils en flux tendu ou avec des problématiques de qualité, suivi qualité qui sont élevées. Être dépendant d'une coupure Internet, ça peut être un problème. Dans ce cas-là, une solution hybride peut tout à fait avoir son sens. On vous donne un petit aspect du catalogue extrêmement riche d'Azure. Là, en ce qui concerne les familles de machines virtuelles qui sont disponibles dans Azure, on voit qu'on peut vraiment partir sur une toute petite VM d'un vCPU et de 500 mégas de RAM qui va vous coûter quelques euros par mois, jusqu'à des VM de 80 vCPU, 640 Go de RAM qui peuvent faire tourner des applications de type CAO, des calculs. Il y a la possibilité d'avoir des machines avec des GPU particuliers. Donc il y a vraiment une offre qui est très très riche, qui évolue quasi quotidiennement. Donc vraiment, on a de quoi y trouver son compte. Ça, c'est juste pour la partie VM. Mais en ce qui concerne le catalogue en général, ça c'est pareil, c'est un tout petit extrait de ce qu'on trouve dans le catalogue Azure. Donc ça va de la machine virtuelle, qui est, je dirais, l'objet le plus évident quand on pense au cloud, mais ça peut être aussi du stockage, ça peut être aussi de la containerisation, ça peut être aussi tout ce qui est sécurité avec des firewalls, des WAF. Enfin, vraiment, il y a un écosystème qui est très très riche
et qui évolue en permanence. Tout cet écosystème est intégré et intègre toutes les solutions de sécurité de Microsoft. Donc à la fois l'Active Directory, tout ce qui est l'analyse des logs, tout ce qui est le cryptage des données, tout ce qui est le backup et le PRA. Et ne figure pas sur ces slides, mais est inclus aussi dans cette suite de sécurité Azure Sentinel qui permet de déclencher des actions automatiques en fonction de certaines menaces identifiées. Donc vraiment, on a affaire à un écosystème complet qui s'enrichit très régulièrement. Donc là, je vais passer la parole à Nordine pour le prochain chapitre qui va parler de tout ce qui est véhicule contractuel. Bonjour à tous. Effectivement, après le pourquoi choisir Azure, pourquoi migrer dans Azure, on va s'attacher évidemment à réfléchir à la manière de souscrire un abonnement Azure. Alors, quelle manière de souscrire un contrat? Quels sont les avantages du contrat CSP, qui est le nouveau contrat Microsoft, nouveau, il a 2 ans, hein, c'est relatif, hein, la nouveauté. Et quels sont les avantages du contrat CSP avec Bechtle-Comsoft comme partenaire? Alors, on a mis au pluriel quelles sont les manières de souscrire un contrat Azure, parce qu'il y a de l'historique. Aujourd'hui, on a vu avec le sondage que certains d'entre vous sont en accord entreprise, mais une grande majorité en CSP. C'est le modèle préconisé, évidemment. Aujourd'hui, la facturation Azure se fera uniquement à l'utilisation pour tous les services. L'expérience précédente de l'accord entreprise pour certains clients nécessitait un engagement monétaire. C'est pour ça qu'on va faire une distinction. Et donc, la facturation à l'usage est maintenant un acquis. C'est la meilleure manière d'utiliser Azure. Aucun engagement financier et bien sûr aucun engagement dans le temps. Donc, les différents contrats qui existent aujourd'hui encore, hein, même si on sait que tout va arriver vers un contrat CSP, MCA, reste encore évidemment de l'accord entreprise sous condition. La carte bancaire, je pense que celle-ci restera encore et restera, hein, puisque c'est un contrat direct Microsoft avec une CB. Évidemment, à un certain niveau, on ne pourra plus trop utiliser ce mode de souscription. Vient ensuite donc le MCA CSP, et puis le dernier qui est très limité, l'Open Business, un contrat très ancien qui permettait d'acheter des crédits Azure non dépassables, très limité, on ne peut pas mettre de la prod dessus, ça risque de s'interrompre si on ne recharge pas suffisamment tôt. Donc on va l'utiliser encore tant que ça existe, peut-être pour des environnements de dev ou très contrôlés, mais pas d'autres. L'avantage du contrat CSP, c'est donc le paiement à l'usage, hein, vraiment, on paye à la minute et uniquement ce que l'on consomme. Vous ne consommez pas, vous ne paierez pas. L'engagement dans la consommation n'existe pas, donc vous ne prévoyez, il n'y a pas à prévoir un minimum de consommation. Les tarifs sont exactement les mêmes pour tout le monde. Vous avez les mêmes prix qu'en accord entreprise et les mêmes prix qu'avec la CB. Les prix Azure sont complètement alignés. Et aucun engagement dans le temps. Vous décidez à n'importe quel moment d'interrompre votre abonnement Azure. C'est vous qui le décidez en appuyant sur un bouton, tout simplement sur votre abonnement, sur votre portail Azure. Évidemment, le CSP, c'est un contrat avec un tripartite. Il y a donc un partenaire, Bechtle-Comsoft. Donc choisir un partenaire, c'est important. L'intérêt donc de passer en CSP avec Bechtle-Comsoft, c'est qu'on vous donne accès gratuitement à notre support premier. Pas de coût caché. Chez nous, Azure, c'est 0 €. Et le support technique est offert, qui est un support technique de très haute qualité, hein, puisque c'est le support premier qui supporte nos clients. Vous y avez accès sans qu'on vous facture quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc c'est 7/7 H24 pour évidemment uniquement Azure. Pas d'autres parties comme Office 365 puisqu'on va aborder juste en bas le sujet. Le contrat CSP Bechtle Cloud vous donne accès à un marketplace, un portail qui vous permet de pouvoir souscrire seul. Donc c'est une expérience très nouvelle, hein, puisque vous pouvez vous fournir instantanément de licences Office 365, Windows Server ou tout autre produit online Microsoft, et la livraison est instantanée. Donc c'est vraiment très pratique par rapport aux historiques ou aux accords entreprises où il faut toujours un délai de commande. Ça, c'est plutôt intéressant. Et sans engagement, vous pouvez l'arrêter d'un mois sur l'autre si vous le décidez. Il n'y a pas d'engagement dans le temps. On pourrait également utiliser ce marketplace pour acheter les réservations d'instances. C'est une notion
que certains connaissent, ceux qui font de l'Azure, puisque quand on fait tourner une instance dans Azure, que ce soit du SQL Database ou de la machine virtuelle, on peut bénéficier de remises en s'engageant. Et donc, on appelle ça une réservation. On s'engage sur 1 an ou 3 ans. Et on a sur ce portail également accès à un dashboard qui permet de pouvoir contrôler évidemment tous les usages et les coûts très facilement en donnant un accès à ce dashboard à des personnes qui sont peut-être pas techniques, mais ils pourront donc faire leur BI sans avoir accédé au portail Azure ou à leur donner des rôles spécifiques dans Azure. On leur donnera accès uniquement à ce dashboard. Et d'ailleurs, ce dashboard, pour revenir à un point qu'on a évoqué précédemment, est multi-cloud, c'est-à-dire que vous pouvez piloter à partir de ce dashboard aussi bien vos ressources Azure que AWS si nécessaire. Exactement. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, alors attends juste comme ça pour redonner le fait du S de Bachelor Clouds, voilà, c'est Bachelor Cloud et multi-cloud. On revend aussi la AWS aussi. Nous, avec Bruno, nous sommes spécialisés sur Azure. Mais effectivement, le portail Bachelor Cloud est universel. On va passer maintenant, on va mettre un petit coup de projecteur sur un service Azure particulier, qui est le Windows Virtual Desktop. Donc pour ça, on va resituer le contexte en parlant des différentes solutions de VDI on-prem. On va développer un peu plus techniquement ce qu'est le WVD dans Azure et voir quels sont les avantages de cette solution. Donc aujourd'hui, si en gros vous voulez que vos utilisateurs fassent du télétravail, soit ils ont un PC chez eux avec une connexion VPN, soit vous leur ouvrez un bureau à distance sur alors les 3 solutions qui sont les plus répandues sont soit du Citrix, soit du VMware Horizon, soit une ferme de serveurs RDS. Et dans ce cas-là, vous avez à gérer le coût des serveurs, du stockage, le coût des licences, l'administration. Personnellement, pour avoir mis en place une ferme de serveurs RDS il y a quelques années, j'en ai encore de l'urticaire quand j'en parle, tout ce qui est broker, tout ce qui est gestion de connexion, tout ce qui est gestion des profils utilisateurs, c'était une charge d'administration vraiment importante. Le gros avantage de Windows Virtual Desktop, c'est que toute cette partie d'infrastructure, elle se retrouve essentiellement dans la partie centrale de ce dessin. Donc, tout ce qui est gestion du web access, de la gateway, du broker, tout ça c'est géré par Microsoft. En fait, du point de vue de l'IT, on définit un certain nombre de paramètres de notre solution WVD et Microsoft se débrouille pour faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, la charge de l'IT se concentre sur vraiment le service utilisateur, à savoir provisionner des clients, soit des PC, soit des smartphones, soit des tablettes, soit des clients légers, pour que les utilisateurs puissent se connecter à l'infrastructure. Et de l'autre côté, gérer tout ce qui est image des postes de travail et les applications qui sont déployées dans cet environnement. Donc il y a on propose un atelier de 3 heures environ. Il reste quelques places gratuites pour examiner en détail ce que c'est que WVD dans Azure. Si jamais ça vous intéresse, manifestez-vous dans le chat et on pourra vous donner les liens pour vous inscrire. Et en fait, cette infrastructure Windows Virtual Desktop, elle est assez simple à déployer. Elle se fait en 6 étapes et on choisit la région dans laquelle se déploie l'infrastructure WVD, le type de poste de travail sur lequel on va déployer l'infrastructure, la famille de machines virtuelles qu'on va proposer à nos utilisateurs, l'image source. Est-ce que c'est une image que je vais aller chercher dans le marketplace de Microsoft Azure ou est-ce que je vais fabriquer moi-même mon image en paramétrant Windows 10 avec un certain nombre d'éléments qui sont propres à mon organisation. Et puis aussi quel OS je vais utiliser, sachant qu'aujourd'hui on a le choix entre 3 OS, soit du Windows 10
Enterprise Multisession, soit du Windows 7, soit du Windows Server. Une fois que tout ça est correctement configuré, les utilisateurs peuvent se connecter sur leur bureau à distance, soit au moyen d'un simple navigateur web, soit à travers un client RDS, donc qui est un peu différent du client RDS classique, et qui offre en particulier l'avantage de immédiatement, sans avoir aucun paramétrage à faire, reconnaître des configurations de type multi-écran, par exemple. Donc, les gros avantages du Windows Virtual Desktop par rapport à une infrastructure on-prem, c'est que vous avez des coûts d'administration qui sont nettement réduits. Toujours cette notion de paiement à l'usage. Vous n'avez pas à provisionner des serveurs, à les dimensionner pour leur durée d'amortissement. Vous pouvez ajuster vos ressources à la hausse ou à la baisse si jamais vous vendez une branche de votre société ou que il y a moins de personnes qui sont en télétravail parce qu'il y a un retour en présentiel plus important. Vous baissez les ressources, vous payez moins. Et Azure WVD s'intègre aussi avec des outils tiers de type VMware Horizon. Si vous avez déjà cette solution on-prem, vous pouvez conserver tout ce que vous avez déjà développé dans cet environnement et étendre cette solution à Azure et quitte à faire un mode hybride en cas de besoin. Donc voilà, si vous êtes intéressé par une information un peu plus longue sur ce produit, n'hésitez pas à vous manifester. Maintenant, je vais repasser la parole à Nordine qui va parler de service Azure GoToCloud. Donc, lorsqu'on abordait les points donc de pourquoi migrer dans Azure, quel contrat existe, comment souscrire, Azure est évidemment un service intéressant, très fréquemment utilisé, donc qui est la virtualisation du poste de travail. L'idée, c'est de pouvoir savoir comment migrer, pourquoi et quels sont les workloads que l'on peut migrer très facilement. Donc, c'est de réaliser un assessment, une évaluation de son parc. Pour cela, on propose évidemment de pouvoir réaliser cet assessment avec vous, pour vous, en tous les cas, avec cette mission Azure GoToCloud. Dans un premier temps, évidemment, on réalise une analyse très pertinente, très précise de votre existant, donc avec une fois un laps de temps pour laisser tourner un agent qui nous permettrait d'avoir exactement les performances utilisées, les types de workloads qui sont utilisés, leur version évidemment, la taille la taille, la puissance, la taille de disque, pardon, la puissance, les IOPS, etc. D'avoir vraiment toutes les données précises qui vont nous permettre après de pouvoir le chiffrer avec les machines qui feront exactement la même chose dans Azure. Cette projection dans Azure, donc elle est évidemment tarifaire, elle est aussi technique, puisqu'on vous dira exactement quel type de workload peut migrer, donc c'est Cloud Ready, ou celles qui ne le sont pas, dans lesquelles il va falloir travailler, soit dans un développement pour qu'il soit Cloud Ready, soit peut-être migrer vers une nouvelle version. L'optimisation des coûts qui est proposée derrière, effectivement, fait partie du lot, c'est normal, puisqu'on va vous proposer de migrer, donc on réalisera un inventaire, un assessment, pardon, très précis, une évaluation très précise de ce que vous avez et donc de ce qui est possible de migrer, évidemment, de vous proposer en termes de coûts, de pouvoir les contrôler, de pouvoir avoir des coûts vraiment maîtrisés, voire plus faibles, puisqu'on a des mécanismes assez simples à utiliser qui nous permettront de faire des économies par rapport au prix public Azure. Donc c'est une mission que on propose et qui est aussi couplée à une autre mission dont on peut vous parler après. Ensuite, donc voilà, les services GoToCloud par rapport, par exemple, MS SQL, on voit donc l'analyse de l'infrastructure actuelle, l'analyse de comptabilité, les gestions des exceptions, évidemment l'évaluation, très important, puisqu'après on va avec cela pouvoir réaliser donc un chiffrage, une optimisation donc des coûts et donc pouvoir aussi vous donner des principes de gouvernance pour pouvoir maîtriser tout ça, maîtriser ses coûts, maîtriser l'accès, maîtriser qui fait les ressources, très important. Et donc les bénéfices sont aussi très importants dans ce cas, puisque avant toute migration, évidemment, c'est important de pouvoir
et bien comprendre quelles sont les conséquences derrière, quel sera le prix aussi. Et donc, une meilleure connaissance des services Azure est délivrée à travers cette solution, puisque autour d'un atelier, évidemment, on vous donnera toutes ces bonnes pratiques et l'estimation du coût. Donc, c'est important, mais aussi pour peut-être vos futurs workloads, hein, puisque dans le cas de cette mission, évidemment, il y a une interaction, on le fait ensemble, une interview, vous avez peut-être déjà un existant, mais aussi des projets à faire autre chose. Et c'est aussi à ça que sert cette mission. Et évidemment, tout cela a pour but de vous rassurer et de vous permettre d'avoir en main la solution cloud à moindre coût, en toute légalité, de façon sereine. La remise du rapport se fait enfin ensemble, évidemment, pendant un atelier. Donc, on va le lire et pratiquer, évidemment, toutes ces recommandations avec vous. Voilà un exemple de la calculatrice du cost management, pardon, que certains d'entre vous connaissent, hein, ceux qui font déjà de l'Azure. Donc, pour montrer, en gros, là, on aurait le rapport qui vient nous donner quels sont les workloads, quelles sont les machines qui pourraient être compatibles directement dans Azure. Là, on voit qu'il y en a 268. Celles sur lesquelles on devra réaliser peut-être un peu de travail, donc c'est Ready with Conditions, on en a 15. Et puis celles sur lesquelles, évidemment, il n'y aura pas de possibilité, dans l'état actuel, de migrer. Voilà, le rapport nous en donne 2. Tout cela, c'est balayé après avec vous pour qu'on puisse travailler sur régler le problème, par exemple, des 15 machines qui doivent être migrées avec condition. Et puis, on va pouvoir comme cela aussi vous proposer un coût estimé en termes de compute et de storage. Voilà, tout cela est délivré avec un rapport comme je disais il y a 5 minutes, qu'on lira ensemble et avec les cas pratiques, puisque c'est une sorte d'atelier qu'on fait avec vous. En fait, c'est vraiment un point de départ de votre réflexion sur la migration vers Azure. C'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Si je le migre dans Azure, combien ça va me coûter? Et est-ce que j'ai des impossibilités? Donc, c'est vraiment à prendre très tôt dans le process. C'est très tôt, puisque ça peut aussi permettre de comparer avec d'autres cloud, si vous étiez encore une optique de pouvoir comparer, de choisir un cloud. Voilà, c'est très important de pouvoir évaluer Azure et le comparer si on est dans ce cas-là. Ensuite, on a aussi une autre mission qu'on propose à nos clients, qui est l'Azure Checkpoint. Donc là, c'est pour des clients, comme je disais tout à l'heure, qui sont déjà installés dans Azure, qui ont une consommation d'Azure. On a vu que cette mission était intéressante à partir, grosso modo, de 2 000 € par mois de dépenses Azure. Et on effectue une analyse détaillée de la consommation. On regarde quelles sont les pistes d'optimisation qui peuvent s'appliquer sur cette consommation et on chiffre l'impact de nos recommandations sur la facture finale. Donc en gros, on a besoin de la consommation détaillée pendant un mois complet minimum sur votre infrastructure Azure, donc qui se traduit par un fichier CSV assez obscur. Derrière, assez rapidement, on est capable de vous dire si ça a du sens de faire la mission ou pas. Si ça n'a pas de sens, on en arrête là et c'est tout. Si ça a du sens, on vous fait une proposition de mission et derrière, on facture. Cette mission est super facile à vendre parce que on vous vend des économies. Donc le coût de la mission est remboursé par les économies, par les premiers mois d'économie et les mois suivants, c'est du budget en plus pour vous. Donc ça, vous pouvez augmenter votre consommation Azure, soit vous pouvez diminuer vos coûts. Enfin, il y a vraiment un réel intérêt pour les clients à ce qu'on travaille avec vous sur ce sujet-là. On reste très attaché, enfin on est obligé avec notre partenariat à Microsoft à vous signaler tous les points de conformité. Donc tout ce qu'on va vous proposer, c'est en conformité avec les politiques de licence de Microsoft. Et toute cette mission vous permet d'optimiser vos dépenses, que ce soit en termes de licence, en termes d'Azure. On a noté, nous, des réductions qui pouvaient aller jusqu'à 70% de la facture Azure. Donc, c'est très dépendant du type d'infrastructure qui est déployé dans Azure. Mais vraiment, c'est un coup de projecteur qui est très, très pertinent
sur la manière dont vous dépensez votre argent dans Azure. Et en fait, migrer dans Azure, ça rajoute une composante budgétaire mensuelle, voire quotidienne, dans le travail de l'IT. Et cette mission permet d'avoir vraiment un avis extérieur sur comment vous gérez vos dépenses Azure. Si on voit que nous, il n'y a pas d'optimisation à faire, ça vous fait ne serait-ce que ça un tampon vis-à-vis de votre direction en disant bah voilà, je respecte les bonnes pratiques Azure. Et si il s'avère qu'on peut vous proposer des optimisations, là on a un cas d'école, un cas typique, un cas réel de client qui dépensait pas loin de 50 000 € par mois dans Azure et qui, après notre mission, a divisé quasiment par 2 sa facture. Donc on est à une économie de 20 000 € par mois, ça commence à représenter quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment tout bénéfice pour les clients de travailler sur cette mission. On a aussi ensuite, on peut mettre en place avec vous tout un mécanisme de suivi des dépenses, des alertes, donc soit à travers le portail Cost Management d'Azure, soit à travers le portail, le dashboard du portail Bechley Cloud. Donc voilà, ça c'est pareil. C'est pour ce qui est de ces missions, pour les 33% d'utilisateurs d'Azure identifiés au début de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. On a vraiment, c'est tout bénéfice pour vous. Donc, on arrive à la fin de notre laïus. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. J'ai vu passer des choses dans le chat. Donc, Alexis, est-ce que... Allô? Quelqu'un m'entend? Alexis? Il y a eu beaucoup de questions. Donc, je sais pas si on va pouvoir y répondre à toutes, mais j'en ai une Héberger première où MySQL. ouais, il y a déjà Azure Azure, peut héberger MySQL, ouais. Alors oui, Alors, Azure peut. Alors Azure propose des services en PaaS de MySQL, Postgre, CosmoDB. Donc vous avez vraiment tout ce que vous voulez dans Azure. Et Azure, c'est le premier contributeur, open source, universel. Il y a très peu d'outils qu'on ne retrouve pas dans Azure, voire même pas du tout. Donc oui, MySQL dans Azure, c'est tout à fait possible. J'ai une autre question. Où se trouvent les serveurs Azure de Vladimir alors, Roman. les serveurs Azure se trouvent dans 154 locations, je crois, de tête, et dans 80 pays, il me semble, je sais plus. En fait, il y a des data centers Azure dans quasiment toutes les régions du monde. La région la moins bien pourvue est l'Afrique, où pour l'instant, il y a un Oui. data center en Afrique du Sud. Mais sinon, Dans en France, il y a, en fait, quand on appelle, en France, il y a 2 régions Azure, une France centrale qui est sur la région parisienne, une France sud qui est autour de Marseille. Chaque région Azure est en fait constituée de plusieurs data centers dont les emplacements ne sont pas connus publiquement pour des raisons de sécurité. C'est des boîtes étanches, extrêmement sécurisées. Donc on peut avoir des données qui sont, si on a des contraintes d'hébergement en France, Azure peut respecter ces contraintes. On peut, à l'inverse, si on a une implantation worldwide, on peut installer ces données au plus proche de ses utilisateurs, que ce soit en Asie, en Europe ou en Amérique. Donc il y a vraiment une répartition géographique, une couverture dense du Ouais. globe par Azure. Bon après le secret géographique est très mal gardé puisque le cloud data, enfin le data center à Paris et à Marseille. Paris dans le 91, mais tout le monde le sait, et l'autre il est à Marseille, mais tout le monde le sait. Bon. J'ai une autre question. Est-ce que le client peut-il avoir tous les droits sur le tenant Azure avec le contrat CSP et est-ce qu'il peut facilement changer de partenaire CSP si besoin? Alors oui, le client a bien tous les droits. Le partenaire CSP a également des droits de co-administrateur, puisque pour fournir le support technique et toute l'administration. Mais le client a tous les droits, puisque c'est lui le propriétaire de sa souscription Azure.
Et alors, l'autre partie de la question, c'était changer de partenaire. Oui, on peut changer de partenaire. Ouais. C'est pas du tout technique. C'est un contrat, c'est simplement un formulaire à remplir et c'est très simple de changer de partenaire CSP. C'est une formalité administrative et non technique. Donc, pour moi, quand c'est pas technique, c'est simple. Même si parfois l'administration met un peu plus, met du temps, ça reste, c'est quelque chose de faisable. J'ai une autre question. Comment est facturée l'utilisation de Windows Virtual Desktop et aussi si c'est des applications comme Adobe qui sont en abonnement peuvent fonctionner sur cette plateforme? Le Alors, coût par rapport à... Voilà, vas-y, je te laisse Bruno. non, vas-y, non, parce que c'est allez, allez. Pour le coût le coût pour Windows Virtual Desktop, bah, c'est un paiement à l'usage puisque c'est une machine virtuelle qui tourne. Donc le paiement est à la minute. Donc si vos machines, vous programmez un arrêt, un redémarrage automatique, bah, vous ne paierez que les heures sur lesquelles elle est allumée et uniquement ces heures-là. Donc par la partie OS, donc Windows Server, alors si on est sur le scénario Windows 10 multisession, vous ne payez que les licences Windows Enterprise pour les utilisateurs. Et si vous êtes sur un scénario virtualisation Windows Server, bah, vous payez votre licence Windows Server dans le cloud à la minute également. Donc si on est sur un usage 24 sur 24 de ces machines virtuelles, on va utiliser des réservations pour payer beaucoup moins cher, puisque si elles ne sont jamais éteintes, autant les réserver. Il y a des discounts qui peuvent atteindre jusqu'à 50-60%. Donc on n'hésitera pas à le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. N'hésitez pas dans tous les cas, si on ne répond pas à la Voilà, question, à la réécrire dans le chat. J'ai donc une autre question. Oui. Non, vas-y, non, continue, pardon. Non, je disais le coût est donc lié à l'heure et puis aussi à la taille de la machine, puisque entre ce que vous montrez tout à l'heure, Bruno, une B1 avec un cœur et celle de tout en bas où il y avait 80 cœurs, il y a peut-être un rapport de 1 à 1000 par rapport au prix. Donc effectivement, si on veut parler de prix, on peut très bien aussi jouer sur la taille de la machine virtuelle, puisqu'on en a pour tous les prix. Donc Alors, j'ai une autre la taille, question. l'appui, Windows Virtual Desktop est-il interfaçable avec Citrix Xen Desktop? Est-ce que Windows Virtual Desktop est-il interfaçable avec? Oui, en fait, Windows Virtual Desktop, c'est la couche basse, on va dire, du VDI dans Azure. Et on peut, enfin Citrix, VMware proposent leurs produits dans Azure pour pouvoir administrer WVD dans Azure et avoir même une gestion hybride de la solution VDI si jamais vous avez une partie de l'infrastructure qui reste on-prem, une partie de votre infrastructure VDI qui reste on-prem et l'autre partie qui va dans Azure. Donc la réponse est oui. Et oui, et en plus, il y a pas si longtemps, c'était la solution qui était préconisée par Microsoft, puisque ils n'avaient pas vraiment bonne figure sur la virtualisation du poste de travail. Là, c'est depuis peu qu'ils sont devenus très bons. Donc voilà, s'appuyer sur un outil tiers, ça a du sens, hein, puisqu'ils ont une grande expérience de la virtualisation du poste de travail Citrix. Et puis il y avait la question sur Adobe, oui, après, une fois qu'on a virtualisé, on met n'importe quel type d'application, dont Adobe, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème pour Alors, mettre toutes les applications qu'on veut. Microsoft peut-il, conformément à la loi américaine, extraire des données à la demande de la justice? Il faut répondre à cette question parce que c'est une jurisprudence en fait. Effectivement, si un procureur demande accès aux données, il y a eu un cas. Alors c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Un cas est arrivé donc où Microsoft n'a pas donné les données, mais le procès a été perdu. Donc forcément, si ça fait jurisprudence, si demain un procureur américain demande sous prétexte de terrorisme d'avoir accès aux données, ils leur donneront. J'ai une autre question. Quel est l'intérêt de migrer vers le cloud Azure si finalement pour une TPE-PME, il ne reste quasiment plus que des services en mode SaaS, Office et MS 365 et quelques connexions RDS pour des usages à la marge? Alors, si effectivement s'il n'y a pas de besoin d'infrastructure et que les seuls besoins pour la TPE-PME c'est d'avoir du OneDrive et de l'Office 365, il n'y a pas de nécessité d'aller dans Azure. En fait, le gros avantage d'Azure, c'est cette notion de paiement à l'usage. Et si vous l'utilisez pas, vous payez pas. C'est ça qui est super intéressant.
imaginons que cette TPE-PME ait un projet de développement ou un POC à réaliser et se dit j'ai pas de matériel, j'ai pas de ressources, je dois savoir, avant de m'engager vis-à-vis de mon client, je dois savoir si je suis capable de le faire. Là, le fait d'avoir une souscription Azure permet de monter le temps nécessaire à la manip, l'infrastructure nécessaire qui peut être monstrueuse, et si vous la faites tourner que 1 ou 2 jours, elle va vous coûter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, alors que acheter le matériel pour le test, ce serait juste pas possible. Donc c'est cette souplesse qui est vraiment intéressante. Azure peut répondre quasiment à tous les besoins, mais n'est pas forcément la solution unique. À tout, c'est ça. Ouais. Là, bon, on peut parler par exemple d'archivage pour ce type de PME qui généralement, quand on veut peut-être stocker des données de manière permanente, plutôt que de le faire sur bande, on peut utiliser donc Azure en termes d'archivage. C'est une Ou même de solution économique backup qui de la est viable. solution Office 365, parce que Exactement. Office 365 par défaut n'est pas backupé. Donc si vous souhaitez faire le backup de vos documents, de vos boîtes mail, ça peut être aussi une option que de mettre en place une solution de backup d'Office 365 en stockant le backup dans Azure. Alors j'ai d'autres questions. Alors j'ai une autre question. À quel moment du projet de migration est-ce le plus pertinent d'envisager une mission Azure GoToCloud? Avant le projet, avant d'y penser. Non, c'est dès le début en fait, dès le début. Ouais, C'est vraiment comme on le disait tout à l'heure pendant la présentation, c'est ce qui permet de rassembler des données chiffrées sur le projet de migration, et ça vous permet d'alimenter votre réflexion sur la migration. Donc c'est vraiment Alors évidemment, c'est une mission qu'on va prendre vraiment quand vous avez déjà pris la décision déjà en tête qu'il va falloir migrer. C'est pas une mission qui va finir de vous convaincre finalement. Si on veut vraiment bien l'utiliser, c'est quand vous savez qu'il va falloir que vous changiez de modèle ou passer sur un Azure, où là, cette mission va vous apporter tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir chiffrer, réaliser vos méthodes, votre plan de migration jusqu'à la migration. Voilà. Avec cette mission, on ne réalise pas les étapes de migration, mais on va vous fournir tout ce qui vous permettra de pouvoir réaliser ce plan de migration. Et ça permet de mettre un éclairage, en fait, de balayer l'ensemble des problématiques, donc d'essayer de rien oublier, et de voir quels sont les potentiels points d'attention qu'il va falloir traiter avant de migrer vers le cloud en général et Azure en particulier. Alors j'en ai une autre. Est-ce qu'il est possible de migrer une infrastructure RDS d'on-prem vers Azure? Oui, ça c'est. On en On parle aussi dans l'atelier WVD. Il y a des outils Microsoft qui permettent cette migration. Donc, si jamais aujourd'hui vous avez une ferme de serveurs RDS et que le fait de l'avoir on-prem ne vous convient plus, mais que vous ne voulez pas perdre tout l'investissement que vous avez réalisé sur le paramétrage de cette ferme RDS, c'est tout à fait possible de la migrer en lift and shift vers Azure. Alors j'en ai une autre qui est super intéressante. Si je passe en CSP, est-ce que je dois migrer des ressources? Super question. Non, dans la plupart des cas, oui, mais pas avec notre expertise, donc MS Expert Microsoft, où on a des possibilités de réaliser des migrations sans passer par le déplacement des ressources. Donc on changera uniquement le point de facturation. Attention, tous les contrats ne sont pas éligibles, mais on peut déjà nous parler des contrats entreprises vers CSP où il n'y a aucune migration à faire. C'est transparent, c'est automatique et on ne déplace pas les ressources. C'est une compétence très particulière. Parce que vous verrez dans vos lectures que pour changer de contrat, il faut déplacer des ressources. C'est une exception liée à une certification, une habilitation Microsoft que l'on a. C'est exceptionnel. On est très peu à pouvoir le faire, mais voilà. Alors j'en ai encore une autre. Quel est le SLA garanti par Azure en termes d'uptime, downtime? Alors, le SLA garanti d'Azure est de 99,99%, ce qui représente 52 minutes d'arrêt par an. Donc, ça va mettre en rapport avec ce qu'on est capable de faire on-prem et de l'énergie et de l'investissement que ça représente si on doit faire ça on-prem.
sous réserve bien sûr de respecter les préconisations Microsoft en termes de Exactement. redondance, parce que c'est Si vous mettez qu'une il y VM, a vous n'aurez pas 99.9. voilà, Voilà, c'est il y a quand même une partie de ce SLA qui est de la responsabilité du client. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le dit Nandine, si vous mettez une charge de travail, un service rendu par une seule VM à un seul endroit, si cette VM, pour une raison X ou Y, tombe, si vous ne mettez pas de redondance, vous n'allez pas avoir les 99.99. Il faut vraiment, c'est une question qu'on se pose à chaque étape, à chaque moment où on déploie des données et des charges de travail. Ok, j'en ai encore plusieurs. Y a-t-il des prérequis techniques pour déployer Windows Virtual Desktop dans Azure? Alors oui, oui. En particulier, il faut que l'infrastructure WVD puisse être connectée à un Active Directory. C'est-à-dire que là, je vous renvoie encore vers l'atelier WVD où on aborde ce point vraiment en détail. Ça fait partie des prérequis. il vous faut une synchro entre votre AD local et l'AD Azure, Azure Active Directory. Il vous faut un abonnement Azure obligatoirement. Bien sûr, un Azure Active Directory puisque tout passe par les identités Azure AD. Voilà, c'est le principal. Ce sont les principaux prérequis, pas d'autres. Ok, on va peut-être avoir deux dernières questions encore. Par quoi commencer dans ma souscription Azure? C'est une question assez, ouais. Ouais. C'est effectivement. Donner des droits déjà aux acteurs. Déjà, l'important c'est de savoir qui va faire quoi dans cet abonnement. Donc, parce que tout le monde n'est pas développeur, tout le monde n'est pas IT. Donc, il y a un répertoire Azure Active Directory, un abonnement, et qui va donc pouvoir créer ses ressources, qui sera contributeur, qui sera lecteur. Et puis après, quelles ressources à de votre base aussi. imagination. Donc c'est tout ce qui est aussi Oui. infrastructure réseau, comment je définis mon réseau, comment je protège mes accès réseau. Et on a aussi une mission. Pardon, c'est vrai, c'est très important. On a aussi une mission qu'on n'a pas détaillée dans le webinaire, mais qui est le pack Starter Azure, qui justement pour nos clients qui débutent dans Azure, on voit avec eux quel est le premier petit projet qu'ils veulent mettre en place dans la souscription. Et on accompagne nos clients pour mettre ce projet en place et mettre en place toute l'infrastructure, enfin tous les éléments de base en termes de réseau, de droit d'accès, de bonnes pratiques, pour que le sillon soit tracé dans le bon sens, en fait. Donc ça, c'est pareil. Si vous vous posez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais pas, j'ai un exemple en tête. On a un client qui avait besoin d'externaliser un serveur FTP qui reçoit des informations d'objets connectés. Et ça a constitué, et qui n'était pas encore dans Azure. Et donc ce projet-là a constitué l'objet du pack Starter Azure, ce qui a permis de se poser un ensemble de questions de base qui vont leur permettre de faire vivre la souscription avec des bonnes pratiques de sécurité. Ok, alors une petite dernière question. Quelle est la différence entre les hébergeurs Windows et Azure? Alors, est-ce que hébergeur Windows, c'est, je sais pas, une société type OVH qui Alors, pour tout autre, je vais essayer de répondre à la question. En fait, si on prend un cloud privé ou n'importe quel autre cloud public, Windows Server donc est payé par l'éditeur, par l'hébergeur. En fait, il vous refacture derrière cette solution. Un hébergeur qui vous vendrait le Windows, donc serait typiquement un provider qui ferait du commerce avec ça. C'est propre des clouds privés. Pour Azure, en fait, donc évidemment Windows est disponible en termes d'image, mais en plus, si vous êtes propriétaire d'une licence avec Software Assurance dans votre contrat, vous pouvez profiter de ce produit, de cette licence, dans Azure. Et donc, vous ne paierez pas votre licence Windows Server. C'est une exclusivité Azure, c'est-à-dire la mobilité de Windows Server n'existe que pour Azure, elle ne peut pas exister pour les autres hébergeurs. Donc, quelle est la différence entre un hébergeur Windows et Azure? Techniquement, il n'y en a pas beaucoup, il y en a même très peu. Par contre, fonctionnellement, Azure est quand même beaucoup plus avantageux, rien que par rapport au prix de l'OS. Puis après, évidemment, les clouds privés ou hébergeurs ont des contrats de maintenance ou de FinOps
ou comment dire, d'infogérance. C'est plutôt ça que je cherchais. Là où Azure ne propose pas ce type de. Azure, voilà, c'est vous qui faites cela, ou alors vous faites appel à un intermédiaire qui va gérer pour vous, mais en tous les cas, voilà la principale différence. Je ne sais pas si j'ai Il y a répondu aussi, à il y la a aussi question. en termes de souplesse, c'est-à-dire que chez un hébergeur Windows, vous êtes un peu limité par le cluster sur lequel votre VM est implanté, que en fait dans Azure, il n'y a quasiment pas de limite. Donc, c'est la puissance de frappe d'une société comme Microsoft qui permet d'avoir accès à des ressources quasi illimitées, en fait. Dans toutes les régions, parce que si vous devez cibler des clients dans une activité d'édition de logiciels, des clients dans un autre lieu géographique, dans une autre plateforme géographique, vous pouvez ouvrir n'importe quelle ressource dans n'importe quelle région, hormis la Chine, où il faut des conditions particulières, mais voilà, vous pouvez choisir de mettre vos données depuis la France dans n'importe quelle région du monde pour faciliter peut-être le SLA par rapport à vos clients qui seraient localisés là-bas. Ok, super. Bon, on a eu pas mal de questions. N'hésitez pas encore, on va encore rester 2 petites minutes ici. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. À l'issue de ce webinaire, on posera un petit questionnaire. Donc voilà, il y a 3 questions, donc c'est très rapide. On apprécierait que vous puissiez nous faire un retour sur ce webinaire, voir s'il y a des points que vous souhaiteriez approfondir. Voilà, donc je laisse le mot de fin pour Nordine et Bruno. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'atelier, juste parce que j'ai vu que dans le message, pas mal de personnes nous ont dit qu'ils étaient intéressés par cet atelier WVD. On prendra les noms certainement. Ouais, j'ai noté. Super. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va vous envoyer un mail qui va vous permettre directement de vous inscrire dans les créneaux qui sont disponibles. Donc, voilà, en 3 clics, c'est fait. Et au moment de vous inscrire, n'hésitez pas à renseigner votre nom, prénom et nom de société dans les champs d'inscription, qu'on puisse nous savoir un petit peu mieux à qui on va s'adresser dans les ateliers. Les ateliers WVD sont pas du tout sur le même format que le webinar. En fait, on a un seul client par atelier. Donc c'est vraiment du point à point. Vous pouvez, si vous faites partie d'une équipe, vous pouvez inviter plusieurs membres de votre équipe ou de votre entreprise, mais il n'y aura que votre entreprise comme interlocuteur. Donc on s'adaptera vraiment à vos besoins. C'est très interactif. Vous posez vos questions au fur et à mesure. Les micros sont ouverts. Exactement. Voilà. C'est un espace qui vous est réservé, en fait. Moi, je vous remercie tous pour votre attention. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si on reste encore 1 minute ou 2. Ah, bah super. J'ai une toute dernière, juste pour être sûr. Windows Virtual Desktop est l'homologue de cPanel. Je connais pas cPanel. Moi non plus. Oh, on finit sur une colle, c'est cool. Voilà, donc on est juste des humains. Bon, de toute façon, on vous laissera revenir vers. Ah je oui, note ça. alors, ouais, ok, non, mais je suis en train de regarder en même temps. Effectivement, cPanel, c'est le penchant open source à base de Linux de WVD. Ça ressemble, oui, effectivement. Oui, oui. C'est équivalent, mais dans un monde plutôt Windows. On a eu une question dans un atelier WVD sur lequel on n'a pas encore, j'ai pas encore trouvé la réponse. Savoir si on pouvait avoir des machines Linux dans un environnement WVD. Eh ben là, d'après ce que je lis, oui, tout à fait. Et puis oui, Linux est complètement disponible déjà sur la plage de marché. Donc il y a toutes les configurations open source qui existent. Donc ça, effectivement, on savait que tout est possible. Et effectivement, Linux aussi. Et puis oui, il y a apparemment des choses qui sont faites ensemble. Donc pour pouvoir utiliser cPanel qui est déjà disponible sur le marketplace.
Je connais pas bien le produit, je viens juste de regarder, mais j'essaierai d'approfondir si on m'envoie les coordonnées si Alexis, tu m'envoies les coordonnées, la personne qui a posé la question, essaiera d'approfondir. Bon, j'ai pas appris par cœur tout le marketplace d'Azure, hein, c'est Yes, super. Bon, bah, merci à tous. On vous envoie la petite enquête à l'issue et on a bien noté les coordonnées des personnes donc, qui souhaitaient cet atelier. On vous enverra le lien et le replay et la présentation PDF. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour votre attention. Et très bonne journée.